Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant, je vais essayer de faire mon max au montage pour réduire les bruits parasites, mais il y a des travaux dans ma rue, donc c'est possible que tu entendes de la ferraille tomber. Effectivement, il y a le train qui passe aussi, enfin voilà, c'est le retour à Paris, et comme j'ai aussi réaménagé tout mon appart, si t'as vu mes vlogs, pour l'instant, le fond est vide, mais je vais voir ce que je vais y faire. Je vais voir ce que je vais faire, etc. Mais voilà. Pour l'instant, ce sera un fond accompagné de mes plantes. Mais du coup, voilà. Donc aujourd'hui, je te retrouve pour faire une FAQ de la rentrée. Et donc, ça tombe bien puisque c'est la semaine de la rentrée à Paris. Et du coup, sur Instagram, j'avais demandé si t'avais encore des questions par rapport à Paris 1, la fac en histoire de l'art et archéo en général. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, il y a tout plein de vidéos qui parlent de ça, et dans lesquelles je réponds déjà à plein de questions. Et là, très contente parce que c'est des questions que j'avais pas encore abordées sur cette chaîne. Donc je vais y répondre tout de suite, tout simplement. Voilà. Donc la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que en L1, il y a le temps d'avoir un job étudiant ou une autre activité? Dans mon cas personnel, quand j'étais en L1, j'avais pas de job étudiant et par contre, j'avais une activité sportive qui me prenait du temps. Par contre, je faisais de l'équitation et dans ma banlieue. Donc en fait, tous les week-ends, je devais retourner chez mes parents pour ensuite aller à mon club et passer plusieurs heures là-bas pour ensuite revenir passer le week-end parfois chez mes parents ou revenir directement sur Paris. Donc ça prenait pas mal de temps, pas autant qu'un job étudiant quand même, mais j'arrivais tout à fait à gérer la L1 avec une activité sportive. J'ai une pote, elle, qui avait ses entraînements d'athlétisme et qui arrivait très bien à gérer. J'en ai d'autres qui avaient leur premier job étudiant et qui arrivaient très bien à gérer. En fait, je peux pas parler au nom de tout le monde, évidemment. Ça dépend de comment toi tu t'organises et si tu t'en sens capable, tout simplement. Après, en L1, il n'y a pas encore beaucoup de cours, mais le problème, c'est que tu dois faire la transition entre le lycée et ta L1, ce qui peut être parfois compliqué pour certains. Quand au lycée t'as été habitué, voilà, à avoir un emploi du temps fixe et à telle heure aller ici, à telle heure aller à un autre endroit, etc. Alors qu'en licence, ça va être, en L1, ton emploi du temps va avoir beaucoup de trous et du coup ça peut être, du coup faut apprendre à s'organiser. Donc je pense pas que ça soit impossible, je pense qu'il y a le temps, mais après ça dépend de chaque personne et de ta façon de t'organiser, mais c'est possible. Ensuite, on m'a demandé un conseil pour les révisions, donc de partiels, je suppose, et des révisions en général. Je suis pas un bon exemple. Genre vraiment, moi je révise pas au fur et à mesure. À chaque fois je me dis, Alice, révise au fur et à mesure, tu verras, à la fin du semestre, ça sera mieux et tout. Je le fais jamais. Donc là-dessus, je peux pas vraiment te conseiller. Par contre, ce que je peux te dire, c'est ce que les profs de TD ont pu nous dire à l'époque, et du coup, qui sont des conseils que j'ai pu appliquer pour mes révisions partielles, c'est que quand t'as des épreuves qui prennent la forme de dissert, ce genre de choses, ce qui est important, c'est d'avoir des exemples, et ton exemple structure ton argument. C'est-à-dire que dans une dissert, tu vois, tu présentes divers arguments, etc. Et pour les illustrer et les ancrer et prouver ton argument, il faut des exemples. Donc pour ça, ce que je faisais, c'est que je prenais mon cours, mon CM, etc. et mon TD aussi, parce que j'avais d'autres exemples dans le TD qui n'étaient pas forcément abordés dans les CM. Et je choisissais des exemples qui pouvaient s'appliquer à différents sujets. Donc par exemple, je vais prendre avec mon mémoire, parce que c'est ce que j'ai en tête. Donc par exemple, tu vois, Carluchet, il a fait des vues touristiques pour une revue qui s'appelle Omnia, que tu peux trouver sur Gallica au passage.
Et si je prends une de ces vues, bah, ça peut être un exemple pour un sujet comme Carrucher le tourisme, ou mais qui peut aussi s'appliquer à Carrucher la modernité, parce que bah voilà, c'est le début de l'automobile et des revues qui accompagnent. Et puis cette revue, en fait, elle va te parler de toutes les évolutions de l'automobile et des techniques autour de la construction de ce véhicule, etc. Donc tu vois, c'est des exemples un peu polyvalents qui peuvent s'appliquer à plusieurs cas. Et comme ça te permet peut-être d'en avoir un peu moins, mais d'avoir des bons exemples bien choisis qui peuvent s'appliquer dans différents cas. Et ça m'est arrivé parfois aussi où j'avais pas forcément ou via mes exemples, ça m'a permis de trouver des arguments par rapport au sujet qui m'était donné. Donc moi, ce que je te conseille, c'est voilà de préparer un peu les sujets qui peuvent tomber. Donc pour ça, en fait, il suffit de regarder le cours et de comprendre ce qu'a voulu dire le prof, ce qu'a cherché à montrer le prof, quelles sont ses différentes thèses dans son cours ou ce genre de choses. Et ensuite, essayer de trouver des exemples qui peuvent s'appliquer à différents sujets. Et du coup, apprendre... alors, à Paris 1, on demande surtout auteur, titre, date. Et si dans ta disserte, t'es pas sûr de la date, utilise pas cet exemple. Tout simplement. Si t'es pas sûr de la date, si t'es pas sûr du nom de l'artiste, le mets pas. Ne fais pas comme moi qui a inventé le nom d'un photographe en étant persuadé que c'était le bon nom, hein, ok? Mais j'ai réussi ce partiel, je sais pas comment, mais bon, bref. Donc je dirais, voilà pour ça. Pour les analyses d'œuvres, ce qui est important, c'est pour les partiels type quiz, QCM, etc. Il y en a pas forcément beaucoup. Mais bon, là, faut juste apprendre le cours. Pour les partiels d'analyse d'œuvres, là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien connaître l'artiste. Surtout en L1, je sais que VAT fait des partiels où tu connais l'artiste, mais tu connais pas nécessairement l'œuvre. Et ça, c'est chaud quand t'es en L1, je trouve. Mais c'est un très bon exercice et ça te force à te faire un peu violent sur les analyses d'œuvres. Et donc, ce qui est hyper important, c'est de connaître les spécificités de cet artiste et d'essayer de les retrouver dans ses œuvres. Et ça te permet, parce qu'il me semble que le cartel est peut-être donné, sauf le nom de l'artiste dans ce genre de partiel avec VAT, en L1, en 19e. Donc, du coup, en fait, via les spécificités de l'artiste, tu devrais facilement le reconnaître. Moi, par exemple, j'étais passée sur... c'était une œuvre dingue, je sais plus laquelle, mais une œuvre dingue. Et je me souviens qu'en fait, les jambes, par exemple, des personnages étaient ultra allongées et que ça correspondait pas du tout à une anatomie réaliste, si on veut. Et du coup, c'est comme ça que j'avais reconnu que c'était Ingres. Donc voilà, c'est possible. Tu peux y arriver. Faut pas s'inquiéter. Au début, ça peut être un peu compliqué, mais tout au long de la licence, tu vas devoir un peu apprendre à analyser les œuvres. Après, ça dépend, mais parfois, dans ce genre de partiel, les cartels te sont donnés, parfois ils te sont pas donnés, tu dois retrouver l'œuvre, sa date, auteur et titre, et c'est de très bons exercices de mémoire, hein. Bon, après, ce qui est cool, personnellement, c'est que j'ai une mémoire visuelle, donc forcément c'est plutôt pratique dans cette licence, mais là-dessus, bah, à part te faire des PowerPoint et apprendre méchamment les cartels, j'ai pas vraiment de conseils. Mais généralement, voilà, ce qui t'est demandé, c'est auteur, titre et date. Mais voilà, globalement, c'est un peu mes conseils pour les révisions. Le mieux, c'est de s'y prendre à l'avance, mais je suis pas la meilleure personne pour dire ça, mais voilà, au mieux, c'est prendre en avance. Et du coup, généralement, voilà, mes fiches, j'avais les grandes idées du cours, les définitions, voilà, de mots que je connaissais pas nécessairement et que je savais qu'ils pouvaient potentiellement être dans le sujet. Et comme en dissert, tu dois définir les termes du sujet, je faisais tout pour avoir des définitions bien complètes, pour avoir une bonne intro, parce que les intros, c'est hyper important dans les disserts. C'est la première chose que va lire ton correcteur, donc généralement, il voit déjà à l'intro si ta disserte elle va être bonne ou pas, donc voilà.
faut vraiment s'appliquer sur les intros. Et oui, sur les intros, ne pas oublier de faire pour les DISAP, pour les analyses d'œuvre aussi, ne pas oublier de faire une annonce de plan et d'annoncer sa problématique, parce que ça arrive que certains étudiants ne le fassent pas, et ça c'est rédhibitoire pour les correcteurs. Donc voilà. En vrai, je pense que c'est un petit peu tout. C'est les conseils que j'ai appliqués, et oui, du coup, sur ces fiches, j'avais aussi des exemples qui pouvaient me servir pour différents sujets. La question suivante, c'était est-ce qu'on peut prendre la licence d'histoire de l'art archéo comme une deuxième licence? Je suppose que dans ce cas-là, c'est pas par rapport aux doubles licences, etc., parce que tu peux faire par exemple histoire de l'art, droit histoire de l'art, il me semble philo histoire de l'art, ce genre de choses, mais là plus dans le cas où par exemple t'es peut-être à une autre fac et tu veux aussi prendre Paris, histoire de l'art à Paris 1, il me semble que c'est possible. Après là faut plus se renseigner vers l'administration, parce que moi c'est pas ce qui j'ai pas pu tester ça, donc j'ai pas envie de dire des bêtises, mais il me semble que c'est possible parce que j'ai une pote à Inalco qui m'avait dit qu'il y avait certains de ses camarades qui faisaient aussi une licence d'histoire de l'art à Paris 1 chez moi et qui en même temps avaient leur licence de japonais. Donc ça doit être possible. Après voilà, faut se renseigner auprès des administrations, parce que je pense que du coup il doit y avoir des aménagements par rapport à l'emploi du temps. T'es peut-être en examen terminal dans une des licences ou voilà, donc ça faut se renseigner auprès de l'administration, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et ensuite on m'a demandé si on pouvait être conservateur au Louvre par exemple, ou dans un musée connu. Alors cette question, je t'avoue que je l'ai pas très bien comprise, parce que évidemment qu'on peut être conservateur au Louvre, puisqu'il y a des conservateurs au Louvre, mais je pense que la question c'était plus par rapport à une envie d'être dans un lieu connu et renommé. Je pense pas que ce soit nécessairement la bonne démarche si t'as envie d'être conservateur, de vouloir absolument atterrir dans un musée connu. Je pense que si tu veux être conservateur, faut avoir une affinité avec le sujet sur lequel tu vas travailler. Donc par exemple, si tu vas absolument travailler sur de l'art contemporain, tu vas peut-être pas aller à Cluny pour être conservateur, qui conserve du coup plutôt des œuvres du Moyen-Âge. Donc je pense pas que ce soit nécessairement la bonne démarche. Et puis après, conservateur, c'est un terme large. Tu peux être conservateur en musée, dans des lieux patrimoniaux, tu peux être conservateur archiviste, conservateur en musée. Il y a plusieurs types de conservateurs. Moi, dans mon cas, par exemple, j'aimerais être conservatrice en musée, et donc travailler plutôt au sein d'un musée public d'ailleurs, plutôt privé. Donc voilà, il y a plein de choses, mais oui, effectivement, tu peux être affilié à Pompidou, au Louvre, à Orsay, etc. Après, pour être conservateur, il faut passer le concours de conservateur, qui est un concours très compliqué, avec un pourcentage de réussite très faible. C'est très dur de l'avoir au premier coup. C'est dur aussi de l'avoir en étant jeune. En étant jeune, quand je dis jeune, c'est dur de l'avoir en ayant 25 ans, par exemple. Et dire que moi je vais le tenter. Enfin bon, bref. Et puis en fait, une fois que tu as passé ce concours et que tu as eu la formation du coup de l'INP, donc l'Institut National du Patrimoine, il y a différentes places qui sont disponibles dans différents musées, et tu établis une liste de vœux dans lequel tu souhaites, dans une liste de vœux de musée en fonction de ta spécialité, dans lesquels tu aimerais travailler. Donc voilà. Et après on te dit dans quel musée t'es affecté, parce que quand t'es conservateur, t'es fonctionnaire. Du coup voilà. En tout cas, c'est les infos que j'ai pu récolter. Et voilà. Du coup, j'espère que j'ai répondu à ta question, parce que je t'avoue que quand je l'ai vue, je l'ai pas forcément très bien comprise, mais voilà, j'espère avoir répondu. Ensuite, on m'a demandé ce que j'aurais aimé savoir pour ma recherche en M1 et que je compte appliquer en M2. Et en vrai, si t'as vu mon bilan de M1, j'aurais aimé être avertie sur les coûts de la recherche. Parce que c'est pas forcément une chose que les profs nous ont parlé et nous ont averti, par exemple, payer un tarif pour la BNF, pour différentes bibliothèques,
et puis être prévenu que certains sujets impliqueraient des coûts, même si quand tu choisis un sujet, tu dois le soupçonner quand même un minimum. Hein, par exemple, l'exemple que j'avais donné, il me semble, c'était si tu travailles sur un artiste breton, il faut prévoir des trajets en Bretagne, voilà, pour aller voir des archives qui se situent là-bas. Donc ça, j'aurais bien aimé être au courant des coûts. Après, si je devais parler à mon moi de L3 qui prépare son M1, fais ta bibliographie au fur et à mesure, mais vraiment, je sais que tu le sais, mais applique-le, tu vois. Surtout avec les documents primaires, enfin, avec les sources primaires, etc. Dès que tu trouves une œuvre, enregistre la page, enregistre l'image, fais un cartel déjà, comme ça c'est fait, et mets-le directement dans un PowerPoint. Comme ça, t'as déjà une grosse partie des annexes de fait et tu seras pas en rush à la fin de ton mémoire. Qu'est-ce que j'aurais bien pu me dire aussi? Prends du recul sur ton sujet et va explorer d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ta période et ton sujet pour t'aérer l'esprit et pour pas que ton mémoire te prenne 90% de ton cerveau pendant l'année. Détends-toi. Genre, détends-toi. Et oui, tu vas aller voir des professionnels et tout, mais ils vont pas te manger. Et il va falloir un peu se faire violence. Et il va falloir aller voir les professionnels pour avancer sur ton mémoire. Et ça va beaucoup te faire avancer. Et ils seront gentils. Donc, panique pas. Et mets de côté mets un peu de côté ton caractère réservé qui ose pas aller parler à des vrais adultes. Donc voilà. Globalement. Ah, et aussi impose tes idées. Et voilà. Je pense que c'est tout. Voilà, petite introspection là. Donc globalement, c'est ce que je pourrais me dire. Et voilà. Après, au niveau des questions d'organisation et tout, c'est des choses maintenant que voilà, j'ai pu assimiler. Et l'année prochaine, voilà, je sais que vers telle date, je suis censée avoir ma problématique, mon plan, commencer à rédiger, etc. Donc, ce qui me permet, en fait, pour ce début d'année, d'être moins stressée parce que je sais que là, je vais être en phase de recherche et de tâtonner, mon nouveau sujet, mais sans être forcément trop perdue parce que je sais comment je vais pouvoir me sortir de cette noyade de bibliographie ou ce genre de choses. Ah oui, autre conseil. Même si t'as l'impression de lire des livres qui ne t'avancent pas, à un moment tu vas avoir des révélations et tu verras, tu vas devoir rechercher ces livres et retrouver les paragraphes qui, au départ, ne te disaient rien mais qui maintenant t'aident beaucoup. Voilà. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est assez complet, je pense. J'ai eu beaucoup de choses. Enfin bon, bref, mais ouais, c'est vraiment le M1, c'est vraiment une année de tâtonnement méthodologique du mémoire, et j'espère qu'en M2 ça se passera mieux, que ça sera surtout moins stressant. Je pense que de toute façon la phase de rédaction, ça sera tout aussi stressant, mais la phase de recherche, je pense que je pourrais être un petit peu plus détendue, parce que je trouve que dans ce qui est faire le mémoire, c'est la partie la plus chill. Et c'est vraiment, en fait, quand tu dois matérialiser ta pensée, j'allais dire, mais produire une problématique à un plan, c'est vraiment là où le stress commence à monter. Mais voilà. Et enfin, la dernière question que j'ai trouvée qui était une excellente question, c'est comment trouver son équilibre entre travail et loisirs, et éviter le surmenage. Je suis pas la bonne personne non plus, hein, pour ça. C'est-à-dire que soit je vais avoir des... Non, cette année, j'ai pas eu vraiment des phases où j'étais vachement loisir, sortie, etc. Mais on va faire par ordre chronologique. En licence, en vrai, ça va, je me préoccupais pas forcément de cet équilibre, parce que... Enfin, c'est à partir de la L3 que ça a commencé, parce que en L1, L2, avec ma bande de potes, je t'avoue qu'on sortait quand même pas mal en bar, en boîte de nuit, en plein de choses, hein. On sortait pas mal et on faisait pas mal la fête. Voilà, donc je t'avoue que mon équilibre était très très bien à cette époque où je travaillais voilà correctement et en même temps je pouvais faire mes sorties, etc. Après, les semaines de mini-rush ont commencé en L2, il me semble. Donc en fait,
tu prévois un peu, comment dire, faut prévoir un peu son programme au mois, et à la fin du mois, déjà anticiper le prochain mois. Alors je suis pas une folle de l'organisation, j'aime quand c'est organisé, etc. et que je sais ce que je dois faire dans le mois. Je suis pas non plus une psychopathe quoi de l'organisation. Je peux réaménager ce que j'ai prévu dans le mois. Enfin voilà, je suis pas non plus une maniaque quoi. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un minimum d'organisation. L1, L2, ça va encore. À partir de la L3, là, il va falloir commencer à un peu s'organiser. Je sais qu'avec ma bande de potes, par exemple, on sortait beaucoup moins. Parce que on avait des semaines de rush assez souvent. Ce qu'il faut, c'est les anticiper, mais s'accorder quand même des loisirs, etc. Parce que c'est hyper important aussi de sortir, de s'aérer l'esprit, de pas penser qu'aux cours, etc. Mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai appliqué cette année. Ou comme je sais pas si la vidéo sur le mémoire sera sortie avant ou après cette vidéo, du coup je l'ai dit ou je vais le dire, mais globalement cette année le mémoire ça m'a pris 90% de mon cerveau et j'ai eu beaucoup de mal à penser à autre chose, à m'en détacher et à avoir des loisirs en ayant l'esprit vide. Je suis quand même sortie avec mes potes, on a encore fait les 400 coups, mais moins que d'habitude, surtout que voilà, on est tous dans des masters différents, dans des zones géographiques différentes, etc. Donc voilà, on est un peu moins sortis, mais on essayait quand même de prévoir ces sorties déjà pour se voir entre potes et tout, parce que voilà, on prenait de nos nouvelles, etc. Et parce que fallait qu'on se change les idées aussi, et c'est hyper important vraiment enfin surtout en master, parce qu'en licence ça m'arrivait pas tant que ça et j'arrivais vraiment à glander pendant plusieurs jours, mais aussi à avoir mes cours, tu vois. Alors que là ça a été vraiment plus compliqué. Ça a été plus compliqué, j'espère que cette année j'arriverai à mieux gérer ça. Parce que là, cette année, ça m'arrivait de travailler toute la journée jusqu'à 2h du mat parce que je culpabilisais de pas, d'avoir l'impression de pas avoir assez avancé sur mon mémoire pour me permettre de glander. Mais après, le problème de ça, c'est que comme parfois je travaillais un peu trop, même si j'ai du mal encore à le dire, tu vois, et j'ai l'impression que j'aurais pu faire plus. Mais bref, ça c'est des choses que je dois régler avec moi-même, mais voilà. Ça a amené à des grosses phases où je pouvais plus travailler en fait, parce que mon esprit il était saturé, tu vois, et je pouvais plus avancer, j'arrivais plus à voir comment avancer sur mon mémoire aussi. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais du coup ouais, ça a été un petit peu compliqué cette année pour trouver un équilibre entre loisirs et travail. Du coup ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis imposé des sorties. On me disait, cette semaine, tu vas faire telle expo. Alors, effectivement, c'est des loisirs encore reliés à l'art et tout, mais moi, faire des expos en solo, c'est des choses qui me font bien, de me concentrer sur autre chose. Et si possible, j'allais voir des expos qui avaient rien à voir avec mon sujet, pour penser à autre chose, même si, mon esprit était quand même occupé par mon mémoire. Donc ouais, je te conseillerais de faire du sport, tiens, aussi. Je suis pas non plus la plus grande sportive, surtout que j'ai arrêté, je faisais de l'équitation avant, bref. Et du coup, j'ai arrêté ça en L3 parce que j'avais plus le temps, et que ça commençait à être compliqué à gérer. Mais, franchement, continue ton activité sportive. Genre, si t'aimes faire du sport et que voilà, c'est pas, que t'es pas non plus, t'es pas phobique du sport, je te conseillerais d'en faire et pas en mode ah là là, pour faire du sport, un esprit sain dans un corps sain, en mode fit girl YouTube, non, mais parce qu'en fait vraiment ça te défoule et ça te permet vraiment de penser à autre chose. Et pareil, moi c'est un truc qu'il faut que je m'impose aussi parce que il y a des phases où je vais faire du sport et je vais être hyper contente parce que pendant 1 heure je vais penser à autre chose. Mais après je vais délaisser le truc quoi, donc voilà, donc c'est vrai que je m'impose des loisirs. Non mais c'est quoi cette phrase genre, parce que je sais que sinon je vais être vraiment trop focus sur mon travail, etc. Genre par exemple le soir j'essaye d'arrêter de travailler,
genre après dîner, j'essaye de plus travailler parce que je sais que sinon je vais partir toute la nuit dessus. Donc voilà, donc Netflix c'est mon ami le soir par exemple, tu vois. Et j'essaye voilà plutôt de travailler en matinée avec un esprit plus libre et de consacrer voilà ma journée au taf, etc. Et puis vraiment après manger, après la douche, c'est finito, je me détends. Enfin j'essaye. C'est des choses que je vais essayer d'appliquer cette année parce que enfin je me connais. Ça va encore parcourir des sites de vente aux enchères jusqu'à je sais pas quelle heure pour essayer de retrouver des tableaux de Carochet, mais voilà. Mais c'est vrai que je suis pas la meilleure personne à qui poser cette question. En licence oui, mais pas en master. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles je dois encore bosser. Mais en licence c'est jouable. En licence c'est jouable. Après j'étais pas non plus une psychopathe des cours, donc voilà. C'est vraiment à partir de cette année où j'étais un peu beaucoup trop investie. Mais voilà, c'est un équilibre aussi que je vais essayer de trouver cette année. Et voilà. Et du coup, c'était la dernière question. Donc j'espère que j'ai pu répondre correctement à tout ça. S'il y a des questions qui s'appliquent aussi à mon cas en vrai, donc voilà. Donc ça va être la fin de cette FAQ. Donc j'espère que j'ai pu t'aider et puis bah ma foi on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Salut!